Donc, pour commencer, souvent on me demande pourquoi, qu'est-ce qui a bien pu me passer par la tête pour choisir un tel sujet. C'est vrai que souvent, quand je parle de mes recherches en études médiévales et que j'évoque donc mon sujet principal, à savoir la prostitution, alors il faut savoir, pour cadrer, on cadre toujours un peu les termes, etc., que le terme prostitution n'existe pas. En tout cas, le terme prostituée n'existe pas au Moyen-Âge, et donc je vous en parlerai. C'est très difficile de faire la distinction entre une femme de mauvaise réputation et une personne qui se prostitue réellement, comme on l'entend aujourd'hui, à savoir qui vend son corps ou vend des tarifications, des pratiques sexuelles en échange d'une rémunération. Et donc souvent on me dit, mais Agathe, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour travailler sur un sujet comme ça, parce qu'on peut se dire que finalement c'est un sujet assez frivole, ça parle de sexualité, c'est quelque chose de léger. Et alors en fait pas du tout. Moi je suis tombée dans la passion pour ce sujet en licence quand j'ai découvert la thèse de Jacques Rossiot. Je ne sais pas si vous connaissez cet historien, qui est un historien spécialisé de la région rhodanienne et qui a fait sa thèse également en 1979 sur la prostitution médiévale. Et qui est un historien de sciences d'histoire sociale assez réputé, qui avait fait cet ouvrage que j'ai consulté. Et ça m'avait complètement bouleversée. Pourquoi ? Et parce que ça a renversé tous les stéréotypes que j'avais. Encore, j'étais en 2e année d'histoire à l'université et j'étais pleine d'a priori sur le Moyen-Âge. Les a priori qu'on a tous et toutes, qu'on apprend à l'école de ce Moyen-Âge un peu très chaste, très triste, très Moyen-Âge qui est uniquement violent, où les gens meurent de la peste, où il pleut comme aujourd'hui. Voilà, là, c'est le temps qu'on a aujourd'hui. C'est typiquement un peu les stéréotypes négatifs qu'on se fait du Moyen-Âge. Et ça bouleversait tout. Et je me suis dit, mais tiens, le Moyen-Âge, c'est ça, et ça m'a donné envie de continuer en master recherche pour aller un peu me renseigner sur cette période qui, depuis, me passionne complètement. Et donc, ce sujet, en fait, n'est pas frivole du tout. Pourquoi ? Parce que la question de la prostitution va permettre d'interroger énormément d'aspects de la société médiévale. Et en fait, ma thèse, c'est pas tant une thèse sur la prostitution qu'une thèse sur la société médiévale au prisme du fonctionnement qui est très particulier de la prostitution à la fin du Moyen-Âge. Donc, cette étude, elle se place dans le cadre du Midi toulousain. Donc vous avez la délimitation ici sur le PowerPoint. Il n'y a pas de réalité administrative du Midi toulousain à l'époque médiévale, mais c'est une zone qui regroupe en fait Toulouse, la ville-centre, et les villes et les campagnes qui sont aux alentours d'une 150 km autour de Toulouse, et qui ont constitué ma zone d'études, comme beaucoup de personnes, et qui équivaut en fait à l'ancienne région Midi-Pyrénées, pour vous donner à peu près une idée de l'espace qui est étudié. L'idée, c'était de travailler sur le sud de l'Occident. Pourquoi ? Puisque à cette époque-là, on est donc à Toulouse, dans le Midi toulousain, dans un pays de droit romain, et on a une organisation très particulière de la prostitution qu'on ne va pas retrouver partout en Occident. C'est-à-dire que ce qu'on constate à Toulouse, autour de Toulouse, on le constate en Occitanie, dans l'actuelle Occitanie, on le constate au nord de l'Espagne, et sur la péninsule ibérique, c'est-à-dire que l'organisation publique municipale, je l'ai comme c'est indiqué dans le titre de la prostitution, est spécifique en fait au sud de l'Occident, et on ne constate pas du tout la même chose dans le nord. Donc on est dans un Midi toulousain qui, donc l'étude commence au XIIIe siècle, qui se développe. Qu'est-ce qui se passe ? On est en plein essor urbain. Donc les villes se développent, deviennent des centres économiques importants. Toulouse occupe une place particulière et grandit. On est donc post-féodalité. Qu'est-ce qui se passe ? On a des villes qui sont en plein essor et qui font qu'on a une population ouvrière notamment qui va arriver dans les villes et qui va faire que notamment la question de la prostitution doit être un sujet qui doit être abordé par les consuls.
Donc les villes, à l'époque médiévale, sont dirigées par des consuls, des capitouls à Toulouse, des consuls ailleurs, à Albi. Ils dirigent la ville avec l'évêque, on en reparlera tout à l'heure. Donc ce livre, il se place dans le Midi toulousain, il se place ce qu'on qualifie de second Moyen-Âge. Donc mon étude va du XIIIe au XVIe siècle, je déborde un peu sur l'époque moderne. On est dans une période où la royauté s'affirme au détriment du pouvoir des villes et où l'Église continue à développer son assise après la réforme grégorienne, et la réforme des mœurs qui va s'accentuer à la fin du Moyen-Âge pour aboutir aux périodes de la réforme et de la contre-réforme. Donc on est dans un moment où la royauté s'installe. Je vous plante le décor pour ensuite mieux vous parler du sujet. Ça se traduit pour l'accentuation du pouvoir de la royauté par l'arrivée d'un parlement à Toulouse qui va siéger sur l'ensemble de l'Occitanie. Il faut savoir qu'à Toulouse, on est la première ville de province à avoir accueilli un parlement qui s'installe définitivement en 1463 et qui va faire de Toulouse la capitale administrative du Languedoc. D'accord, Montpellier va occuper le rôle plutôt de capitale économique et Toulouse va avoir une population de magistrats notamment s'installer et donc va se développer sur ce volet-là. Donc on est dans cette période-là et je voudrais vous présenter juste avant de parler du sujet, quelques sources qui permettent de travailler sur la prostitution. Donc comme je vous le disais, on a un parlement qui s'installe à Toulouse au XVe siècle et donc on va avoir effectivement énormément de sources judiciaires qui nous permettent d'avoir des informations sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pose aussi, oui, mais comment on fait pour travailler sur un sujet comme ça dans une période aussi reculée ? Donc on a énormément de sources judiciaires, que ce soit les sources du Parlement, donc dans lesquelles on a des arrêts. Donc les arrêts, ce sont des petits textes qui vont donner simplement les personnes accusées, de quoi elles sont accusées et la condamnation. Mais on a aussi des sources qui sont incroyables, sur laquelle ma directrice, Sophie Brouquet, qui est peut-être déjà venue ici, me semble, travaille encore, qui sont les audiences du Parlement et qui sont une source remarquable pour la fin du Moyen-Âge puisque vous avez tout le déroulé, l'argumentation en fait de la défense et de l'accusation sur des questions qui peuvent toucher la prostitution, des homicides, etc., etc. Et ça nous donne une porte d'entrée dans la fin du Moyen-Âge qui est tout à fait intéressante. Donc des sources judiciaires principalement, mais aussi des informations. Voilà, vous voyez, c'est tout à fait bien écrit. Je pense que c'est un peu pixelisé en plus. Oui. On voit mieux sur mon écran. Beaucoup de sources administratives, donc notamment des comptes urbains. Je vous parlerai notamment de certains comptes d'Albi qui nous permettent d'avoir des informations sur la prostitution. Mais aussi des contrats d'affermage, des délibérations des conseils, pas des conseils municipaux, on n'appelle pas ça comme ça, mais des délibérations, des ordonnances, etc., etc. Donc on va avoir un ensemble de sources qui est parcellaire, très peu d'images, je vais vous en montrer certaines, très peu d'iconographie, et également peu de chroniques ou de récits romancés qu'on peut avoir sur d'autres sujets. Donc on est vraiment sur des sources qu'on qualifie des sources de la pratique, donc vraiment sur des choses très pratico-pratiques, mais qui nous permettent d'entrer dans le sujet. Alors, après ce petit cadrage, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer comment fonctionne la prostitution, de vous parler de l'encadrement public de la prostitution, et puis, si j'ai le temps, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé déjà, j'ai donné mon téléphone, mais vous me ferez un signe. Vous avez jusqu'à 19h15. Ok. Et si j'ai le temps, je vous parlerai des acteurs et des actrices, des parcours que j'ai pu déterminer dans ma thèse de prostituées, de proxénètes, et puis en fonction du temps imparti, on verra jusqu'où on ira. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là sur ce sujet ? Eh bien, à partir du milieu du XIIIe siècle, on va avoir un discours qui se met en place qui va conduire à ce qu'on appelle la municipalisation de la prostitution, c'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui la prostitution était un service public.
comme l'hôpital, comme l'école. C'est-à-dire que les villes vont avoir en charge le commerce charnel. À la fin du Moyen-Âge, ça va commencer, les prémices vont se voir plutôt à Toulouse, Toulouse toujours en premier qui est la plus grosse ville, et puis dans les autres villes du Midi toulousain, à partir du milieu du XIVe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle. On va avoir cet encadrement public. Pourquoi je travaille sur le XIIIe siècle aussi? Parce que c'est intéressant de voir les discours qui ont permis la mise en place de cette organisation-là. Donc, on a des consuls qui, avec le soutien de la royauté, c'est-à-dire que dans beaucoup de villes, on a, par exemple, donc c'est le cas à Toulouse et à Castelnaudary, on parle de bordel public, c'est le nom dédié, c'est le nom utilisé dans les sources, donc c'est celui que j'utilise. Ces bordels publics sont protégés par la royauté. Donc quiconque irait s'attaquer au bordel s'en prend à la royauté également. Donc il faut s'imaginer, se matérialiser que ces maisons-là étaient des maisons de prostitution qui étaient institutionnalisées, donc organisées par les consuls, protégés par la royauté et même, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui surprend, soutenus par l'Église. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose qui est accepté à la fin du Moyen-Âge. Et c'est ce que je vous disais en introduction, ça va complètement à l'encontre de vraiment toute cette imagination, ce qu'on s'imagine du Moyen-Âge et la place qu'on donne, qu'on imagine de l'Église. Et on parlera des clercs, si vous le voulez, tout à l'heure. Donc on a finalement tout cela qui est complètement public et qui va se terminer, alors la date exacte c'est 1561, c'est l'édit d'Orléans, d'Henri II, où c'est un édit royal qui ordonne la fermeture de tous les bordels du royaume de France. Mais en fait, on a constaté que ces bordels, ils se sont fermés d'eux-mêmes 10-15 ans avant. Donc en fait, c'est simplement un édit royal qui va arrêter un mouvement qui s'était déjà arrêté avant. Je vous expliquerai pourquoi et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et pourquoi cette sorte de régularisation de la prostitution, ça ressemble un peu aux maisons closes du 19e siècle. C'est quelque chose que vous connaissez peut-être. C'est arrêté soudainement. Donc on a... Pourquoi on a cette organisation de la prostitution au XIIIe siècle? Quel discours le permet? Donc on a un essor urbain qui va amener une population masculine dans les villes, qui va faire que les consuls vont devoir s'occuper de ce sujet-là pour éviter, c'est ce qu'on considère que la prostitution c'est un mal nécessaire, puisque le fait d'organiser la prostitution évite que ce qu'on qualifie de... que l'adultère, que le fait d'aller voir des femmes mariées, se propage dans la vie. Donc on va décider que la prostitution, finalement, il vaut mieux l'encadrer plutôt que de laisser la sexualité extra-conjugale se répandre à l'intérieur de la ville. Donc on a ces consuls qui commencent à organiser tout cela, et à côté, on a un discours de la part de l'Église, de théologiens notamment, qui vont légitimer cette organisation. C'est-à-dire que on va rentrer dans une période à la fin du Moyen-Âge qui va laisser pendant un temps, et puis ça va se refermer au XVIe siècle, je vous expliquerai pourquoi, qui va être beaucoup moins stricte sur les questions de mœurs. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? On va considérer que finalement, ce qu'on peut qualifier de sexualité extra-conjugale, si elle se déroule dans le cadre, si des hommes célibataires vont voir des prostituées, finalement c'est moins grave que ce que ça l'était avant. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on qualifie de péché de luxure était considéré comme un péché mortel, et il devient un péché véniel. Donc il descend dans l'échelle de la gravité des péchés. Donc on va dire finalement, c'est pas bien, c'est moralement condamnable, mais vu que l'âge du mariage est tardif, il faut bien que la sexualité masculine se fasse puisqu'elle est considérée comme irrépressible. Et donc finalement, c'est moins grave qu'avant. Donc on a déjà ce discours qui se développe. Et on va avoir du côté laïque un encadrement des questions de prostitution, mais aussi des questions de viol et d'adultère. C'est-à-dire que vous allez, au XIIIe siècle, les villes elles vont se doter, les villes et les petites bourgades également, de coutumes.
Et donc, on a plein d'archives qui nous précisent, dans plusieurs villes, c'est le cas notamment, là j'ai en tête Saint-Félix-de-Lauragais ou Revel, qui explique combien d'amendes une personne va avoir pour avoir commis un viol, pour être allé voir une prostituée, pour avoir violé une prostituée, etc. etc. Donc à ce moment-là, les consuls vont encadrer tout cela. Donc on a un discours sur les questions de sexualité qui est plus souple pour les hommes célibataires, bien évidemment, pas pour les clercs, pas pour les hommes mariés, d'accord. Et on a aussi en fait un discours qui dit il vaut mieux sacrifier une catégorie, une certaine partie des femmes et préserver la majorité. C'est-à-dire que il vaut mieux que des hommes aillent voir des prostituées que, je vous fais l'explication, hein. Il vaut mieux que les hommes aillent voir des prostituées plutôt qu'ils aillent commettre un adultère avec une femme mariée ou qu'ils aillent pervertir une jeune fille qui est vierge, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le mal nécessaire. Au XIXe siècle, les maisons closes, elles vont s'organiser dans le cadre de la prévention contre la syphilis, notamment. Donc c'est une question qui est sanitaire. Et en fait, au Moyen-Âge, c'est une organisation qui est là pour des questions morales. Et on va reprendre en fait le discours d'un des pères de l'Église, saint Augustin. Vous connaissez peut-être cette citation. Chasse les courtisanes du palais et aussitôt les passions troubleront tout. Mais en fait c'est ça, c'est de dire finalement si on laisse faire, ce sera pire. Et donc il faut encadrer ces questions de sexualité. Donc comment ça se traduit ? Ça se traduit par l'instauration de bordels publics dans quasi toutes les villes. J'en ai trouvé dans toutes les villes du Midi toulousain, à l'exception de Rodez. Voilà, Rodez, c'est vrai que c'est la seule ville où je suis pas encore tombée sur une source, mais ça va. Un jour, je vais tomber dessus. Où il n'y a pas à un moment mentionné un bordel public, hein, je parle, pas privé. Qui est instituée. Alors comment, je vous ai parlé de terminologie, donc ces maisons de prostitution, elles ont plusieurs noms, vous avez l'encadré en haut à gauche. Donc le Château Vert et la Grande Abbaye, ce sont les deux bordels qui se sont succédés à Toulouse. À Albi, c'était, est-ce qu'il y a des gens qui en ont entendu parler ? C'était le Castel Blanc. Voilà, c'était le Château Blanc. Donc à Toulouse, on avait le Château Vert, à Albi, on avait le Castel Blanc. Alors mon petit préféré, j'avoue, c'est celui de Pamiers qui s'appelle le Castel Joyos, le château joyeux. Je trouve ça particulièrement joli. Et ça fait un peu sourire souvent le nom de Grande Abbaye. Il y a beaucoup de... Oui, je vous entends acquiescer. Alors, pourquoi on a des noms comme ça ? C'est parce que c'est pour deux raisons. La première qui est sérieuse, c'est que ça renvoie à la question de la clôture. C'est-à-dire qu'on va autoriser des activités de prostitution, mais, je vous en parlerai après, il faut que ce soit dans un endroit particulier et pas ailleurs dans la ville. Il y a cette idée d'éviter la contamination de l'espace urbain, d'accord, de la sexualité extra-conjugale. Donc, il y a cette idée de clôture qu'on retrouve en fait dans les établissements ecclésiastiques. Et puis, il y a aussi le fait que les ecclésiastiques vont voir des prostituées et sont moqués aussi parce qu'ils ont recours au service de femmes de mauvaise vie, puisque le terme prostituée n'existe pas, encore une fois. Et donc il y a aussi ce petit clin d'œil là. Et donc après c'est aussi appelé maison commune, oustal d'aide publique, etc., etc. Donc en XIIIe siècle, on a l'installation d'un discours qui va légitimer l'arrivée des bordels publics qui vont se construire milieu XIVe siècle pour Toulouse et puis un peu plus tard pour les autres villes. À Toulouse, la première mention c'est 1201. Je regarde si j'ai Albi, je suis pas sûre. Non, je crois qu'on l'a pas. Je regarderai après dans mes notes. Donc, déconstruction de bordel et puis une apogée qu'on va voir s'opérer au XVe siècle et une fin assez brutale au milieu du XVIe siècle. Donc 1561, hop. En 1561, on a cet édit
qui vient mettre un terme à tout cela, mais en fait on avait la réforme et la contre-réforme qui ont opéré en fait un resserrement des mœurs, et finalement il n'y a plus aucune sexualité hors mariage qui devient permise, et c'est pour ça que l'organisation de la prostitution s'arrête. Alors, ce modèle-là, c'est un échec total. C'est-à-dire le fait de vouloir encadrer la prostitution pour la limiter dans l'espace urbain ne fonctionne absolument pas. Pourquoi ? Mais parce que les fameuses sources du Parlement dont je vous parlais en introduction nous permettent de constater, donc on a le volet répressif, qu'on observe des pratiques de prostitution partout, alors pas partout, mais ailleurs dans les villes, et notamment à Toulouse, qui est donc la ville la plus importante de l'étude. Je vous ai mis ici, j'aime bien montrer un peu à quoi ressemblent les sources, un exemple de condamnation d'un couple de proxénètes. Alors ici, vous voyez bien ici. Ici, on est sur une condamnation très grave, puisqu'on est sur une condamnation à mort. On ne condamne pas si souvent à mort que ça au Moyen-Âge, et notamment, je vous renvoie au livre de Claude Gauvard sur le sujet, qui est particulièrement passionnant. Et donc là, on est en 1474, et donc on a un couple qui est condamné à la course et condamné à mort pour avoir prostitué leur servante, qui était âgée, et donc la gravité de la sanction est liée à l'âge de la jeune fille, qui était âgée de 12 ans. Donc il est en ancien français, donc il est peu lisible, je vous le lis. Donc la cour condamne le dit Pierre Fontanès et sa femme à faire, tout nus et portant sur leur tête chacun un chapeau de paille, le tour accoutumé de la ville de Toulouse, et par les condamnés à mort, et ce faisant à être fustigés jusqu'à effusion de sang inclusivement, et ils sont bannis perpétuellement du royaume et de Toulouse, et leurs biens sont confisqués. Et donc là, ce qu'ils ont fait est expliqué. Donc la cour a une jeune fille nommée Catherine, chambrière d'Isseux, donc mariée à l'âge de 10 ans, par eux baillée et livrée à certains personnages pour être compagne connue par eux charmant. Voilà. Donc ce couple-là, il est condamné par le Parlement donc à mort et à la course, qui est une peine infamante qu'on va retrouver beaucoup à cette période pour tous les méfaits qui sont la prostitution, le proxénétisme, le viol, etc. Et même le vol, le blasphème. On va condamner à faire le tour de la ville. C'est une peine infamante, c'est ce qu'on appelle la course. Et je ne sais pas si vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne. En quoi ça consiste ? Ça consiste à faire le tour de la ville aux personnes en clamant leurs méfaits. Donc ici, vous avez une des coutumes, c'est les coutumes de la ville de Toulouse, qui datent de, alors je ne veux pas dire de bêtises, 1296 ou 86, je fais toujours de la fin du XIIIe siècle, et qui illustre tous les châtiments qui existent. Alors ici vous avez la course des amants adultères, donc vous voyez un crieur public, donc l'homme avec la trompette, avec un couple qui est nu, donc tout est exagéré, c'est dans une coutume qui est nue et qui fait le tour de la ville, et donc c'est dit ils sont condamnés à être fustigés. Donc fustigés, c'est être fouettés. Et à faire le tour de la ville, c'est pour qu'en fait, que leur honneur, parce que l'honneur au Moyen-Âge est une notion qui est centrale, soit bafoué et qu'ils soient bannis moralement et physiquement de la ville. Donc on a cette royauté qui va opérer un contrôle sur la prostitution. Donc je vous le disais, c'est un échec total, puisqu'on a cette prostitution qui s'opère partout dans la ville. Donc jusqu'au XVIe siècle, on va avoir cette organisation-là, on observe en fait plein d'endroits où on a de la prostitution qui s'installe. Et donc, comme je vous le disais, au XVIe siècle, on a un changement de discours qui est complètement différent, et où la place des femmes aussi revient énormément. C'est assez intéressant parce que la fin de l'organisation de la prostitution, ça est corrélé aussi avec le fait que les femmes vont être beaucoup plus
remise dans le foyer. Les femmes travaillent au Moyen-Âge, elles font partie de la ville. Et il y a un ouvrage qui s'appelle... pardon, j'ai plus le titre. C'est Le marteau des sorcières. Oui, pardon. On a tout un discours de l'Église en fait qui va expliquer que les femmes doivent être à la maison, que le mariage est l'unique lieu de la sexualité permise, et donc ils vont fermer tout cela. Donc tout ça, c'est l'organisation de la prostitution. Alors comment ça se traduit concrètement dans les sources que je vous propose? C'est un peu de vous expliquer comment concrètement ça fonctionne pour le bordel public et puis pour le reste des activités de prostitution. Donc, à partir donc, du XIVe siècle, les villes vont se doter de maisons publiques, donc la tendance se généralise. On a 2 endroits, alors donc, du coup je m'excuse parce que je crois que je n'ai pas mis de carte pour Albi, et non. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps de refaire le PowerPoint et je m'en excuse. Mais si vous pourrez regarder, il y a des cartes dans ma thèse. Donc ces maisons de prostitution, elles s'installent, elles ne bougent pas pour la plupart des villes, sauf à Albi et à Toulouse. Donc à Toulouse, on a 2 maisons de prostitution. La première qui s'appelle la Grande Abbaye, qui est située à la place de l'actuel métro Compense-Caffarelli, porte Las Crosses. Vous voyez le boulevard Las Crosses, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on est dans un contexte de guerre de 100 ans, et cette maison de prostitution était accolée aux murailles. Elle était vraiment collée contre les murailles de la ville. Sauf que pendant toute la fin du Moyen-Âge, on va refaire les murailles. C'est sans fin. On retrouve toujours des travaux pour refaire les murailles de la ville, et il y a un espace à respecter en fait entre les murailles de la ville et les bâtiments normalement, et l'urbanisation foisonnante fait que souvent les règles ne sont pas respectées, donc il faut détruire la maison. Et alors c'est très intéressant puisque les consuls décident de détruire la maison et de l'installer ailleurs dans Toulouse. Et on va avoir pendant 3 ans un débat en conseil, pas en conseil municipal, mais des capitouls de la ville de Toulouse pour déterminer où est-ce qu'il faut installer la maison de prostitution. Et vous allez avoir tout un argumentaire, quand je vous parlais de la question de la clôture notamment, on va avoir tout un argumentaire des consuls qui vont expliquer pourquoi il faut que ce soit à cet endroit-là ou pas à cet endroit-là. Ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'on observe les capitouls, je ne sais pas si vous savez, ils sont organisés par zone dans la ville de Toulouse. D'accord? Donc vous avez le capitoul de la Dorade, le capitoul de Saint-Étienne, etc., etc. Et donc on se rend compte qu'en fait, en fonction de là où ils font le petit tour, ils font leur petit tour de Toulouse, et que souvent c'est les capitouls du quartier qui ne veulent pas que la maison de prostitution s'installe dans leur quartier. Hein, c'est le fameux d'accord mais pas chez moi, le not in my backyard. Voilà, donc c'est assez drôle à constater quand on constate en fait les argumentaires et qu'on réfléchit à ce qu'il y a dessous. Mais en tout cas, il y a tout un argumentaire qui est fait, c'est un joli dossier autour du fait que ces maisons doivent être dans la ville, mais dans certains endroits. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être trop près des écoles. Alors, il y a aussi l'argument qui est utilisé du fait qu'il ne faut pas qu'elles soient près des églises. Sauf que des églises, il y en a partout. Les établissements ecclésiastiques, il y en a partout au Moyen-Âge. Et oui, à Toulouse, il y en a beaucoup qui sont rentrés à l'intérieur de la ville. Vous voyez d'ailleurs que les petits points qui sont là, en rouge, en rouge c'est la Grande Abbaye, et les 3 autres points, c'était les 3 lieux pressentis pour installer la maison de prostitution. Et donc, vous voyez que notamment, il y a quelque chose qu'on constate, c'est que dans tous les cas, on est sur le bord quand même de la ville. Hein, on n'est pas... Alors, on est sur le bord de la ville, mais pas vraiment, je vous expliquerai pourquoi après. Et donc, il ne faut pas que ce soit à côté d'école, il ne faut pas que ce soit dans des rues trop passantes, il ne faut pas que ce soit dans des rues qu'on qualifie d'honnêtes. Je vous disais que la question de la fama, de l'honnêteté, était particulièrement importante. Et quand on explique qu'il faut le mettre là ou ici, donc à la fin, il finit... Hop, elle marche pas la souris. Non. C'est le point numéro 2, c'est le petit point numéro vert. Elle atterrit au Château Vert dans la cité. On décide de mettre des murs très hauts
d'accord, une entrée qui se situe dans une impasse pour que cet établissement ne se voit pas trop. Et donc le château vert est installé dans la cité. Alors, on a l'impression que c'est un peu à l'extérieur de la ville, mais c'est assez intéressant. D'ailleurs, ça interroge. Il était situé, rue du Pré-Montardi, qui est une rue qui existe toujours. C'est la rue où il y a l'actuel American Cosmograph, l'Utopia, qui est juste à côté en fait du Capitole. Le Capitole qui était l'endroit. Alors, le Capitole n'existait pas au Moyen Âge, mais qui est l'endroit en fait où il y avait les bâtiments des consuls et des capitouls de Toulouse. Alors, à Albi, il y a eu aussi plusieurs maisons de prostitution. Il y a eu plusieurs transferts. Alors, c'est particulièrement compliqué. À Albi, ça a été un peu difficile de retracer un peu ce qui se passait. Il y a un premier transfert qui est lié à un conflit qui existe entre les consuls et l'évêque de la ville. Donc l'évêque de la ville avait cantonné les prostituées à l'est, dans la rue Saint-Antoine, près de l'hôpital Saint-Antoine, et à l'extérieur de la ville. Et qu'est-ce qui se passe ? En 1366, donc les consuls, pour une raison qui m'échappe, je ne sais pas pourquoi, ne sont pas d'accord avec cette décision et demandent au duc d'Anjou de trancher en leur faveur. Ils ne voulaient pas que les prostituées se situent dans cette rue. Donc elles sont alors installées à l'intérieur de la ville, sans qu'on sache où. Je vous montrerai une petite carte après pour que ça se matérialise un peu mieux. Et on constate en 1381, donc on est fin XIVe siècle, un nouveau conflit entre les consuls et l'évêque, qui s'appelle Dominique de Florence, qui réussit à nouveau à refaire transférer les prostituées d'Albi à l'extérieur de la ville. L'affaire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, 1383, les consuls vont débattre de l'emplacement que doit occuper la maison de prostitution dans la ville ou à sa périphérie, et ils ont une proposition que je n'ai jamais vue ailleurs dans aucun ouvrage qui traite de la prostitution médiévale sur tout l'Occident. Ils proposent qu'on installe 2 maisons de prostitution, une pour le jour à l'intérieur de la ville et une pour la nuit à l'extérieur de la ville. Donc, montrant comment on pense en fait ces questions-là dans l'espace et dans le temps. Donc, il y a une idée, cette idée d'installer 2 infrastructures est abandonnée. Et en 1390, on a une maison de prostitution qui est mentionnée, un bordel public qui est mentionné près de la Porte Neuve, donc au sud d'Albi, sans qu'on sache en fait à quelle époque réellement il a été installé. Donc l'établissement il est signalé là aussi lorsque le sénéchal ordonne la réparation des murailles de la ville d'Albi. On le retrouve aussi dans l'histoire des rues du Vieil Albi d'Auguste Vidal. Et donc elle serait située dans une rue qui s'appelle la Carriera de las Femnas, la rue des femmes. Et pardon, j'ai cru quelque chose quand même. Et donc qui est dans la rue de la porte Neuve, qui est mentionnée à ce moment-là puisque cette rue est très étroite et les charrettes ne pouvaient pas y passer. Donc je vous ai pas mis les sources, j'en suis désolée parce que encore une fois je n'ai pas changé mon PowerPoint. Donc cette maison à la Porte Neuve, elle semble rester jusqu'au XVIe siècle. Par contre après il ne bouge plus. On a un acte qui date du début du XVIe siècle, donc 1503-1504, qui indique que la ville va vendre l'établissement à un chanoine. Donc on a à ce moment-là, vous voyez c'est bien avec l'église qui sont intéressants. Et donc les consuls, donc le chanoine, mais alors pas pour que la maison reste une maison de prostitution. Donc la maison de prostitution publique est vendue à un chanoine, qui en fait je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, et les consuls vont acheter dans la foulée un autre établissement pour installer la nouvelle maison de prostitution qui est appelée la Borda dels Ferrets, sans qu'il soit possible, en tout cas pour l'instant, de déterminer exactement où elle se situe. Et donc on a aussi le Château Blanc dont je vous ai parlé, qui est mentionné quelques années plus tard, donc au XVIe siècle. Et son emplacement, il est indiqué dans une petite note au sujet de la construction de la maison de prostitution qu'on trouve dans un cartulaire de la ville. Et il est indiqué, je vous cite la source,
l'an 1534-1535 a été construit l'hôtel des filles publiques et communes, appelé le Château Blanc, dans la ville allant de la porte de Ronelle à la fontaine de la Vigne. Voilà, donc ça c'est la mention de la présence du Château Vert qui est assez tardive. Alors à quoi ça ressemblait une maison de prostitution ? C'est un établissement très simple, hein. C'est une maison comme une autre qui va varier en fait en fonction de la taille des villes. Plus la ville va être importante, plus la maison de prostitution publique va être grande. Donc il faut s'imaginer une maison avec une salle commune dans laquelle tout le monde se rassemble et des chambres avec un nombre plus ou moins important. À Albi, on sait qu'il y avait 5 ou 6 chambres et à Toulouse, il y en avait environ une vingtaine, pour vous donner une idée. On sait, grâce au conte que je vous montrais en introduction, qu'il pouvait y avoir des cheminées dans les chambres. On le sait notamment parce que dans un conte, on a les frais qui ont engendré des réparations parce qu'il y a un feu qui s'est déclaré dans une des chambres de la maison de prostitution de Toulouse, pour le coup. On sait aussi que toutes les maisons de prostitution sont très cadenassées, verrouillées. On a beaucoup dans les contes urbains, en fait, des paiements de serrures. Beaucoup de bris de serrures, de bris de portes qui nécessitent d'être réparés. Pourquoi ? Eh bien parce que la maison de prostitution est régulièrement prise d'assaut et aussi régulièrement le théâtre de rixes plus ou moins alcoolisés au sein de cet établissement, hein, puisque ce sont des lieux de sociabilité dans lesquels les hommes se retrouvent la nuit, le soir, et parfois se battent. Et donc c'est pour ça aussi qu'on va avoir beaucoup de frais engagés. Je peux vous indiquer, vous lire aussi une source que j'ai retrouvée donc, pour la construction du Castel Blanc. Comment on sait combien il y a de portes, etc. C'est grâce au nombre de serrures. Donc les consuls ont recours à un serrurier pour installer cette serrure, 18 pentures de portes, 18 loquets, des barres de fermeture et un barillet pour la porte de la salle. Donc on a même le montant, on a plein d'informations. Hein. Donc ils expliquent, donc là je vous cite rapidement la source, hein, à payer au serrurier de Revel pour avoir fait 7 serrures et loquets pour les 6 chambres et la salle. Donc c'est là qu'on connaît la taille en fait, hein, de la maison de prostitution, qui ont coûté 4 sous et 2 deniers par pièce, la somme de 29 sous et 2 deniers. Et puis ils expliquent après qu'il faut mettre des barillets aux fenêtres, etc. etc. Donc vous voyez, il faut s'imaginer vraiment un établissement complètement clos. Alors comment ça fonctionne à l'intérieur ? Là on parle de bâtiments. Comment ça fonctionne à l'intérieur de ces maisons ? Bien évidemment, ce ne sont pas les consuls de la ville qui vont gérer le soir la maison de prostitution, vous vous en doutez bien. Donc on va avoir affaire à des tenanciers. Donc ces tenanciers, ils sont généralement appelés, alors là aussi peut-être que ça va vous faire sourire, comme la grande abbaye, ils sont appelés souvent l'abbé ou l'abbesse du public. C'est comme ça qu'on appelle les tenanciers, de manière dérisoire, hein, pour évoquer leur fonction. Cette personne, cet abbé du bordel ou cette abbesse, alors ce qu'on constate, c'est qu'au début, ce sont beaucoup des femmes, d'anciennes prostituées parfois, et puis petit à petit, on a plus des hommes. Au début, on a des femmes ou des couples, et on a plus d'hommes à la fin du Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que ça devient de plus en plus cher. Et que du coup, le métier, entre guillemets, puisque souvent les tenanciers exercent une autre activité à côté, se masculinise. Donc, cette personne va être l'intermédiaire entre le pouvoir public, des consuls, les autorités laïques et les prostituées publiques. Donc, cette personne va accéder au droit de gérer la maison de prostitution par un système de fermage que vous connaissez peut-être. Donc, on a le bailleur, les consuls, qui va donner le droit à un fermier, le tenancier, de gérer la maison de prostitution durant une période qui généralement dure 1 an. À Toulouse, ce droit il est mis aux enchères chaque année. Donc chaque année, le droit de gérer la maison de prostitution, vous vous doutez bien que ça permet d'en tirer des revenus, et donc des personnes sont intéressées pour gérer cette maison. Donc ce droit il est soumis aux enchères tous les ans le jour de la Sainte-Luc, donc le 18 octobre.
Et le prix de la ferme, il est variable entre le XIVe et le XVe siècle. Comme je vous disais, il va exploser. Donc ces tenanciers, par contre, ils sont assez mal connus, malheureusement. On connaît leur fonction. Ils sont nommés de temps en temps dans les contrats, enfin ils sont nommés dans les contrats de fermage, mais ils sont souvent accusés de mauvais traitements. Donc on retrouve, je vous le disais, des femmes à Castelnaudary, sans qu'on sache si ce sont des anciennes prostituées ou des femmes qu'on qualifie, entre guillemets, c'est le vocabulaire utilisé au Moyen-Âge, d'honnêtes. Et à Toulouse, on a beaucoup de listes, on a beaucoup de documents, donc on a aussi plus d'informations sur... on retrouve là d'anciennes prostituées. On retrouve aussi des personnes qui exercent un autre métier, donc on retrouve un peintre, un menuisier, c'est marqué en fait dans les sources quelle est l'activité principale. On retrouve un boulanger aussi, un poissonnier qui exerce en parallèle cette fonction. On a la chance pour certaines villes, c'est le cas notamment de Pamiers, d'avoir récupéré le règlement intérieur de la maison de prostitution. Donc on en sait un peu plus sur les règles qui étaient fixées à l'intérieur de ces établissements. La première qui est complètement enfreinte tout le temps, c'est l'interdiction du port d'armes. On retrouve énormément de sources dans lesquelles des hommes sont accusés de s'être battus armés avec d'autres hommes. L'autre règle qu'on retrouve aussi un peu partout, c'est que ces femmes de mauvaise vie, ces prostituées publiques, ces meritrix publica, elles sont assignées à résidence, c'est-à-dire qu'elles ont l'interdiction de sortir pour aller, c'est indiqué notamment dans un des cartulaires de Toulouse, pour aller boire, manger, dormir ailleurs qu'au sein de l'établissement de prostitution. On sait aussi qu'il y a un arrêt, alors ça c'est le cas aussi à Toulouse et à Albi, qu'il y a un arrêt des activités lors de la Semaine Sainte, c'est-à-dire que les bordels au XVIe siècle ferment pendant la Semaine Sainte, et on le retrouve comment ? Eh bien encore grâce aux magnifiques contes urbains. Les contes, c'est une mine d'informations incroyable, on retrouve en fait les frais que paye la ville pour que les femmes des prostituées soient mises dans une autre maison, qui est quelqu'un qui les amène à la messe, qu'elles puissent aller se confesser, et donc on va payer un sergent par exemple, etc. Donc on va avoir des informations sur ce sujet-là. On sait aussi que je vous commenterai cela après. On sait aussi que les relations entre les prostituées et le tenancier sont assez mauvaises. Elles sont évoquées beaucoup dans les archives de Toulouse. Les prostituées se plaignent énormément des mauvais traitements qui leur sont infligés, que leur fait subir le tenancier. Et parmi des sources qui sont particulièrement intéressantes dans mes recherches, il y a ce qu'on appelle le procès des fillettes. En 1463, à Toulouse, les prostituées du bordel public vont porter plainte contre les capitouls de Toulouse. C'est assez incroyable de se dire que des femmes qu'on qualifie de mauvaise vie peuvent en fait saisir la justice, quand même, c'est pas rien, et porter plainte contre les personnes qui gèrent la ville de Toulouse. C'est quand même assez surprenant quand on ne connaît pas l'organisation. Donc elles vont décider de porter plainte. Pourquoi ? Mais parce qu'elles estiment que les capitouls n'exercent pas leur mission correctement, donc leur mission de gestion du bordel public. Elles expliquent qu'elles sont victimes de mauvais traitements, et notamment que les capitouls ne font pas attention et nomment des proxénètes, donc le proxénétisme pour le coup est interdit, à la tête de la maison de prostitution. Et elles vont réclamer que ce soit une femme qui soit mise à la tête du bordel public. Alors il y a un autre conflit qui revient aussi beaucoup. Je vous ai dit qu'elles avaient l'obligation de dormir et manger, boire à l'intérieur de la maison de prostitution. Et donc elles se plaignent du fait que les tenanciers vont profiter de cette interdiction qu'elles ont pour augmenter les prix
parce qu'elles vont payer à l'intérieur de la maison. Donc elles vont payer la nourriture, elles vont payer les boissons, et donc elles se plaignent en fait du fait que le tenancier profite de tout cela. Et ces sources-là nous permettent de savoir aussi ce qu'on mange à l'intérieur de la maison de prostitution. Donc on apprend notamment que le tenancier doit fournir 4 repas par jour aux prostituées, et on a même le type de mets, de repas proposé qui est détaillé. Donc, je vous le livre ici, un pâté, viande bouillie et rôtie, soupe et vin. On constate que dans la plupart des maisons de prostitution, on sert des mets riches, parfois par une cuisinière, quand l'établissement est suffisamment grand. On sait aussi, grâce aux sources, que ces femmes de mauvaise vie, ces prostituées, elles sont à de nombreuses reprises victimes de violences. Par exemple, on a dans les sources de foi des plaintes de prostituées publiques. Encore une fois, ces femmes de mauvaise vie, on les retrouve des fois qui se saisir de la justice. On retrouve une femme qui s'appelle Johanna, qui porte plainte contre un clerc qui s'appelle Étienne Pétry, qui l'a roué de coups de bâton à l'intérieur de la maison de prostitution. On le retrouve, ce clerc, accusé à 2 reprises. Et donc on sait que cette maison de prostitution, elle est l'objet de violences. Je vous l'ai dit, elle est assaillie à de nombreuses reprises. On retrouve des groupes d'hommes qui viennent détériorer le mobilier, entrer en force notamment. On retrouve aussi à l'intérieur de l'établissement, et ça se fait réprimer, le jeu qui est censé être interdit, et des violences orales. On a notamment des condamnations pour blasphème qui sont associées au jeu, pour outrage et offense publique, etc., etc. Donc voilà, on a, pour planter un peu l'ambiance, une maison dans laquelle il se passe quand même beaucoup de rixes et beaucoup de violence. On a notamment, c'est à Pamiers qu'on a le plus d'informations, donc le fameux Castel Joios dont je vous parlais tout à l'heure. Pour vous donner par exemple une illustration, en 1507, on a un certain Guillaume de Lia qui est mentionné pour avoir un soir, dans cette maison de prostitution, forcé un de ses compagnons à boire un verre de sel. Voilà, typiquement des choses qui peuvent arriver au sein de la maison de prostitution. En 1517, on a un forgeron qui est accusé de proxénétisme et d'être armé au sein de la maison de prostitution. Donc on a une ambiance qui est assez animée, et on constate qu'en fait les clients de ces maisons de prostitution, ce sont des hommes ordinaires en fait. Ce sont des personnes ordinaires. On retrouve des apothicaires, des forgerons, on retrouve des clercs, on en reparlera. Et on retrouve toute la population des villes du Moyen-Âge. Juste pour terminer sur la question de bordel public, je vous ai mis ici un des plafonds peints de La Grasse, qui est une ville de l'Aude, qui était une ville médiévale, dans laquelle on a des plafonds peints. C'est dans la Maison du Patrimoine, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un établissement, donc au premier étage, on a des plafonds peints qui recensent en fait des illustrations d'activités de prostitution. Et ici, donc on parlait de clerc justement, on a un moine. Alors on ne le voit pas très bien parce que ce qu'on appelle un closoir. Donc les plafonds peints, il faut s'imaginer, il y a les grandes poutres, et les closoirs, c'est simplement un petit carré comme ça, dans lequel il y a des illustrations. Et donc ici, vous voyez un moine qui va toucher le ventre d'une femme, et on ne le voit pas très bien parce qu'il est abîmé, mais il a une pièce en fait dans sa main. On le voit pas très bien, et il lui touche le ventre. Donc voilà sur l'intérieur de la maison de prostitution. Donc comme je vous le disais, la maison de prostitution, c'est un endroit de prostitution, mais on constate aussi des lieux de débauche à l'extérieur de la maison publique. Donc cette prostitution, elle va s'opérer partout à l'extérieur de l'espace urbain. C'est le cas dans la rue, notamment. Donc je vous ai mis, je passe un peu vite, je vous ai mis ici une source du Parlement de Toulouse, donc de 1481,
qui explique que des femmes, des prostituées demeuraient rue Saint-Rémézy. Donc rue Saint-Rémézy à Toulouse, c'est vers le quartier des Carmes et du Parlement. Et qui menaient une vie déshonnête et dissolue. Et donc à qui on demande d'arrêter de fréquenter cette rue. On a aussi beaucoup de présence de prostitution dans les marchés et les foires. En fait, dans tous les espaces de sociabilité où on va retrouver des clients, une population masculine, on va retrouver des prostituées. Alors ici, je vous ai indiqué le règlement de police municipale de Castres qui date du XIVe siècle, qui indique qu'aucune femme publique, donc femme publique ce sont les prostituées, n'ose entrer dans la ville ni dans les fossés neufs, si ce n'est le samedi ou les jours de foire. Et alors, elle devra porter un chaperon d'homme et aller sans voile ou en coiffe avec une ceinture rouge. Donc vous avez un vêtement distinctif. Il varie en fonction des villes. À Toulouse, les prostituées demandent au roi de France de les exonérer de leurs vêtements distinctifs et elles vont avoir gain de cause. Et à Toulouse, elles doivent porter à la fin de la période uniquement une sorte de jarretière d'une autre couleur que leur robe accrochée au bras pour les distinguer. Mais elles n'ont plus besoin, parce qu'il y a certaines villes où elles vont devoir porter des vêtements d'une certaine couleur. Ici, vous avez une ceinture rouge qui est mentionnée. Donc on va les retrouver dans ces endroits-là, dans ces moments-là de la vie urbaine, et aussi énormément dans les faubourgs de la ville, autour de la ville. Donc ici, vous avez une carte des faubourgs de Toulouse. Et on les retrouve notamment ici, pardon, excusez-moi, je remets... Ensuite, on les retrouve également dans ce qu'on qualifie de bordel privé, dans des maisons particulières. C'est très difficile de les retracer. Pourquoi ? Parce que pas vu, pas pris. Donc, c'est-à-dire que les seules mentions qu'on a, ce sont des personnes qui ont été prises en flagrant délit d'organisation d'activités de prostitution, mais on a quelques exemples. On a un habitant de Toulouse, par exemple, qui est poursuivi par les capitouls pour loger en sa maison située rue Lavelane des femmes de mauvaise vie. Là, ici, vous avez en 1461 une lettre de rémission, toujours étudiée par l'historienne Claude Gauvard, une lettre de rémission qui décrit un prêtre de Daux, au nord-est de Toulouse, une petite ville au nord-est de Toulouse, qui entretient dans sa maison une femme célibataire avec qui il a des relations sexuelles, ce qui provoque la colère d'autres hommes qui chercheraient à la récupérer. Et on a également mention, donc ici en 1498 à Toulouse, d'un bordel privé qui serait tenu par un notaire, Place Mage qui existe toujours aujourd'hui, qui est aux alentours du Parlement de Toulouse. Parlement de Toulouse qui se situait donc tout en bas à droite de la carte, dont je vous ai indiqué la source ici. Donc vous voyez, c'est marqué dans la dite ville de Toulouse, dans laquelle il tient continuellement 3 ou 4 paillardes et femmes dissolues et bourdeaux, donc bordel public, à tout allant et venant, au mauvais exemple de la chose publique. Et donc cette personne, donc Jean Olivier, se fait condamner à une amende et à être banni de la ville, puisque c'est évidemment interdit. Donc on va retrouver tout cela, et aussi on va retrouver énormément d'activités de prostitution dans les auberges et les tavernes, pas que toulousaines, de toutes les villes du Midi toulousain. Donc on a beaucoup d'affaires, je vais vous en citer une simplement, d'une auberge qui est située rue Mérignon, au sud de la cité. Encore une fois, je vous expliquerai pourquoi il y a beaucoup de choses autour du Parlement. On apprend davantage de détails de ce qui pouvait se dérouler dans les tavernes. Donc on a la femme du patron de l'auberge qui est présentée comme une entremetteuse et une receleuse, et qui incitait les chambrières à la débauche et au vol, et qui prostituait en fait des chambrières, des tavernes et des auberges pour les prostituées. Dernier lieu, les étuves.
Alors les bains publics, donc ici vous avez deux représentations qui ne sont pas du Midi toulousain, je le précise. Hein. Ce sont des enluminures 15e qui représentent des activités dans des étuves. Donc, alors, pour clarifier, c'est pas ce qui se passe dans toutes les étuves des villes de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il y a certaines étuves dans lesquelles la mixité est autorisée et d'autres non. D'accord ? Il va y avoir des étuves honnêtes et des étuves malhonnêtes, qui vont accueillir des activités de débauche. Et ici, vous le voyez, dans l'enluminure de gauche, hein, vous avez au fond, du côté gauche, vous avez deux personnes qui s'embrassent. Vous voyez, pareil, hein, dans l'autre enluminure, toujours pareil, un couple dans un lit et des personnes qui se baignent. Donc les étuves, ce ne sont pas que des endroits où on se baigne, ce sont des endroits où on boit, on mange, où vous allez... vous voyez, hein, sur ces grands bacs, en fait, on va installer de quoi manger. Et bien évidemment, ce sont des endroits où on va constater une sexualité extra-conjugale. Et on va retrouver énormément de sources à la fin du XVe siècle. Pourquoi ? Parce que, on n'a pas parlé... on est dans un contexte de peste noire, hein, où on va constater des épidémies qui vont venir de temps en temps dans certaines villes du Midi toulousain. Et on assimile la transmission de la maladie à l'eau, en fait. Et donc les étuves vont faire l'objet d'un regard particulier de la part des consuls de la ville de Toulouse notamment, enfin là de Toulouse en particulier, puisqu'on n'a pas énormément de sources, enfin en tout cas moi je n'en ai pas trouvé, qui concernent d'autres villes du Midi toulousain. Et donc les capitouls vont ordonner la fermeture des étuves lors des épidémies de peste, puisqu'ils pensent que la promiscuité et l'eau vont favoriser la propagation de la maladie. Et ici vous avez aussi une source, alors qui est un peu difficile à lire, qui évoque un chaussetier qui habitait Toulouse et qui prostitue une femme dans les bains de Toulouse. Donc ces étuves, elles sont situées, vous avez très logiquement, au bord de l'eau, au bord de la Garonne, et on constate, aussi, hein, donc on va avoir énormément d'activités de prostitution au sud, au sud de la ville. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le Parlement de Toulouse et c'est là aussi où donc on va avoir beaucoup de magistrats, de clercs, de notaires, etc. qui vont s'installer, mais aussi parce que Toulouse étant une ville garnison lors de la guerre de 100 ans, eh bien elle va abriter à cet endroit-là des soldats. Et donc on va constater, moi j'ai fait un peu de cartographie, la thèse a permis de réfléchir un peu à où est-ce que se situent les espaces de sociabilité masculine à travers la question de la prostitution, et on constate qu'on a une concentration très importante d'activités de ce type à cet endroit-là, et donc qui s'explique par ce que je vous mentionne. Donc on va avoir un peu cette mosaïque de pratiques qui vont différer, et ces espaces qui vont différer, qui est un peu partout dans la ville. Je regarde. Je suis en fin de parcours. C'est ça. Alors, je ne vais pas parler de parcours de prostituée, du coup. Mais je vais quand même vous montrer quelques sources. Donc tout cela, donc grâce à ces sources, pour conclure, on peut retracer un peu la vie des habitants et des habitantes des villes, des espaces urbains de la fin du Moyen-Âge. Et pourquoi le sujet de la prostitution il est intéressant. Alors j'ai pas eu le temps de vous parler de tout parce que je vous ai parlé des pouvoirs et je vous ai parlé de comment ça se situe dans l'espace urbain matériellement. Et après c'est intéressant aussi de parler des hommes et des femmes. Mais en fait la question de la prise en charge de la prostitution va permettre d'interroger le fonctionnement de la société médiévale. C'est-à-dire que la prostitution va agir comme un prisme qui permet, d'une part, d'interroger les questions des rapports de pouvoir, donc de comment la royauté, l'Église et les pouvoirs laïques communaux
vont gérer les questions de mœurs de manière globale à la fin du Moyen-Âge. Parce que si on prend le fil de la prostitution, on va parler aussi mariage, adultère, etc. Donc on va parler de tous les types de relations qui existent. Travailler sur ce sujet-là, ça permet aussi de réfléchir à comment s'organise et comment on va réfléchir où on s'organise l'espace urbain à travers ce prisme-là. Et enfin, les archives, les sources de la pratique vont nous permettre un peu d'avoir des unités de comment était le quotidien de ces gens qui vivaient il y a plusieurs siècles et quelles étaient leurs mœurs et leurs coutumes. Et c'est ce qui est intéressant dans les parcours de prostituées et les registres du Parlement qu'on a. Là, je vous mentionne simplement, donc c'est des listes de prostituées, il en existe pour Albi et pour Toulouse. Et donc ça nous permet de connaître le nombre de prostituées publiques qu'il y avait à l'intérieur de la maison de prostitution et leur nom. Et alors après on peut broder plein d'interprétations, de questionnements sur pourquoi certaines ont des surnoms qui sont souvent liés à des origines géographiques. Hein, vous voyez la lyonnaise notamment. Et vous avez certaines qui vont avoir des sobriquets qui sont liés à d'autres choses, etc., etc. Donc ça peut nous interroger sur leur origine, etc. Et enfin, les parcours de prostitution nous permettent aussi d'interroger la place des femmes, qu'elles soient de mauvaise vie ou des femmes honnêtes dans la société médiévale. Donc finalement, partir de ce sujet-là, ça permet en fait de brosser un tableau de la vie quotidienne qu'on peut observer à la fin du Moyen-Âge, et ce qui fait que ce sujet est un des points d'entrée, il y en a plein d'autres, mais est un point d'entrée dans le Moyen-Âge. Et donc dans la thèse, vous avez également des parcours de femmes qui vont porter plainte ou qui vont être accusées de proxénétisme ou de prostitution, mais aussi des parcours d'hommes, que ce soit des clients, des clercs notamment, et des proxénètes, pour voir en fait qu'on a accès à des parcours de vie de plein de personnes qui sont issues de milieux sociaux très différents et pas que des marginaux, parce que quand on travaille sur la prostitution, au début on va penser qu'on va parler de marginalité, mais en fait pas du tout, on parle de la société médiévale de manière générale. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de ne pas avoir réussi à terminer.